Monsieur le vice-président de la ville de Sierre, monsieur le chef du service de la culture du canton du Valais, mesdames et messieurs les autorités, chers amis, chers invités, au nom du conseil de fondation du Château-Mercier et du comité d'organisation des rencontres Orient-Occident, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition. De manière tout à fait symbolique, cette manifestation a commencé il y a quelques jours par 2 expositions photos, celle de Mohamed Kilito, résident de la Villa Ruffieux dans le cadre du programme SMART, et celle de Nicole Herzog-Verret. Je dis symbolique parce qu'exprime en termes de dialogue Orient-Occident ce regard croisé des 2 artistes, l'un venant du Maroc pour s'intéresser à la relation entre Suisses et migrants, l'autre venant de Suisse et portant son attention sur la vie au Mont-Liban. Symbolique aussi par les titres qui furent choisis pour ces 2 expositions. Pour la première, On est ensemble, et pour la seconde, Au-delà de la pierre. Et lorsqu'on les unit, ces quelques mots résonnent dans ma tête un peu comme une devise et qui pourrait être celle des rencontres Orient-Occident. On est ensemble au-delà de la pierre. N'en déplaise aux égoïstes, aux peureux, aux craintifs, aux tenants du repli sur soi, aux nationalistes, aux partisans des frontières et des murs d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sur cette terre, oui, on est ensemble. Face aux multiples défis qui nous attendent, nous et nos enfants, si l'on veut espérer trouver les solutions indispensables à notre survie à tous, si l'on veut avoir une chance de pouvoir les mettre en place, nous n'avons pas d'autre choix que de se dire et de le vivre, on est ensemble. Et quand je dis on est ensemble au-delà de la pierre, c'est alors à nos cœurs que je songe, quand ils en prennent la dureté au contact de l'argent roi, d'un capitalisme débridé, d'une consommation effrénée. Quand le cœur n'a plus ses raisons et quand la raison des hommes reprend en chœur le chant des sirènes populistes. Au-delà de la pierre, c'est aussi pour moi la pierre de toutes ces villes détruites, devenues champs de ruines, autant par l'effet de guerres ignobles que par le silence et l'hypocrisie indécente de bien de nos gouvernements. Au-delà de la pierre, ce sont celles lancées par ces jeunes manifestants qui luttent dans bien des régions du monde pour gagner un peu de liberté, la liberté notamment de pouvoir vivre dans un pays qui soit le leur. Au-delà de la pierre, ce sont celles des routes interminables qu'empruntent chaque jour des migrants exténués, en quête d'une terre d'accueil qui tend, hélas, de ce côté de la Méditerranée, à devenir plutôt une terre minable en termes de générosité pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui doivent, dès lors, être autant de cailloux dans les chaussures de notre bonne conscience. Au-delà de la pierre, c'est aussi celle révoltante, aberrante des murs que certains veulent ériger et qui le sont déjà pour tenter de protéger, de retenir l'inéluctable, de repousser le cours de l'histoire, comme s'il suffisait d'un mur pour éviter la fin d'un monde. À contre-courant de bien des idéologies, défendues aujourd'hui autant à l'Est qu'à l'Ouest, et qui ressortent dangereusement de plus en plus souvent gagnantes lors des scrutins populaires, dans une volonté clairement affichée, assumée, de s'inscrire en résistance contre ces mouvements, ces courants qui jouent sur les peurs et ne nous annoncent rien de bon, les rencontres Orient-Occident veulent exprimer à leur manière leur foi dans une forme de vie commune, réinventée, d'un vivre ensemble retrouvé, qui remette l'homme non pas au centre des préoccupations, mais à sa place, tout simplement, sachant qu'il n'est sur Terre qu'une des composantes de cette planète. Les rencontres Orient-Occident veulent ainsi nous permettre d'avancer sur les chemins occidentés de la réflexion. Elles s'orientent vers une manifestation qui élargit ainsi au fil des éditions successives son champ d'action, générant pour ce qui me concerne, et que j'espère partager avec vous, une stimulation positive, toujours plus de curiosité et de passion. Cette année en particulier, les rencontres Orient-Occident ont voulu encore plus s'adresser à la jeunesse. Grâce à des partenaires, avec les collèges de la Planta et des Creusets à Sion, avec l'école de commerce et de culture générale, les cycles d'orientation de Goubin et d'Élide et l'ASLEC à Sierre, et plus loin encore avec des étudiants de la Haute École d'Art et de Design de Genève, l'Académie libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth, l'École supérieure des Beaux-Arts de Marrakech, en collaboration avec les caves à Sierre. Pour cette 7e édition, les rencontres ont osé s'affirmer davantage sur le plan de la géopolitique, que ce soit au niveau des conférences-débats ou par le choix de certains documentaires projetés au cinéma du Bourg.
Tout cela ne plaît certes pas à tout le monde. Et j'en veux pour preuve le conseil qui me fut donné de ne pas et de ne conserver des rencontres que leur partie culturelle, artistique et musicale, les autres aspects pouvant heurter certaines sensibilités, voire être considérés comme une forme d'angélisme. Sur le moment, je l'avoue, cela m'a perturbé, interpellé. Mais au final, cette expérience a eu le mérite pour moi de m'interroger sur le sens, le rôle, l'avenir des rencontres Orient-Occident. Aujourd'hui, je crois plus que jamais à leur raison d'être, dans un monde qui perd de plus en plus ses repères et qui, malheureusement, d'année en année, et au risque de me répéter, voit croître les populismes, la radicalisation des idéologies, les répressions de toutes sortes, les injustices et les inégalités. Je crois donc plus que jamais aux rencontres Orient-Occident telles qu'elles sont aujourd'hui, un moment privilégié de réflexion, d'échange, de dialogue, autour de ce concept vital de plus en plus fragile, utopique, mais que l'on devra bien un jour parvenir à concrétiser, au risque sinon de disparaître, à savoir celui de vivre ensemble. Un moment privilégié de connaissance, de reconnaissance de ce que sont nos racines communes, qui plongent en particulier depuis des siècles dans ce bassin méditerranéen. Un moment privilégié d'émotions et de frissons de l'âme que l'on partage grâce à toutes ces expressions artistiques les plus diverses et qui disent de l'homme ce qu'il a de meilleur. Face que la 7e édition des rencontres Orient-Occident vous apporte, nous offre tout cela et qu'il en reste une petite trace, une petite graine qui germera positivement en nous au fil des mois à venir jusqu'à la prochaine édition, car je crois plus que jamais aux rencontres Orient-Occident telles qu'elles sont aujourd'hui, en espérant qu'elles le soient encore longtemps, afin de contribuer à la défense de ce devoir d'hospitalité et des valeurs dont nous a parlé avec talent Edoui Plenel, à savoir la fraternité et la solidarité. Je vous remercie. On est ici au Château Mercier, et comme vous le savez, le Château Mercier appartient au canton du Valais. Donc, pour le représenter ce soir, j'ai le plaisir de passer la parole à Jacques Cordonnier, chef du service de la culture. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les responsables des rencontres Orient-Occident, c'est avec plaisir que, année après année, je réponds à l'invitation des responsables des rencontres Orient-Occident pour vous adresser quelques mots. Quand c'est un exercice répétitif et qu'on a la verve du président, c'est bien. Pour moi, il faut quand même trouver une idée ou l'autre chaque année pour vous parler de ceci. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières rencontres Orient-Occident, ou plutôt, qu'est-ce que j'ai observé, et j'insiste sur le « je » de « j'ai observé ». Ce que j'ai observé, c'est que dans le dialogue de manière générale, dans la rencontre, le dialogue culturel, le dialogue interreligieux aussi, bien souvent, on emploie le « tu ». Tu devrais faire ça, tu devrais te comporter ainsi, tu devrais changer ceci dans ta manière de comprendre les choses, de voir les choses. Et je pense, comme moi, vous avez peut-être une fois ou l'autre participé à un séminaire de développement personnel ou un séminaire d'entreprise où l'animateur pose comme règle en début, vous allez parler en « je ». Non pas J-E-U, mais en « je ». Parlez de vous-même. Alors, finalement, je pourrais m'arrêter là parce que le discours de notre hôte, c'était un parler en « je ». Et on sent vraiment qu'au cours de ces années, et j'aimerais te féliciter, il y a un jeu qui s'affirme de ces rencontres Orient-Occident. Ce n'est pas quelque chose qui est plaqué, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais permettez-moi quand même de continuer quelques moments sur cette idée du parler en jeu. Pourquoi parler en jeu et pas dire tu ? Parce que parler en jeu, c'est parler à partir de soi. Ce n'est pas moi-je, hein, ça c'est moi-je, mais c'est vraiment je, exprimer qui je suis. Parce que quand on parle en tu dans l'échange, dans le dialogue international, vous avez lisé une lettre d'un président de l'extrême-Occident à un leader de l'extrême-Orient qui a été publiée dans la presse ces jours-ci, et vous verrez ce que c'est parler en tu. Hein, c'est-à-dire, tu dois changer, tu dois bouger, tu dois t'améliorer avant que je puisse te rencontrer. Le parler en tu, c'est ça. Et bien souvent, on va dire, tu dois changer quelque chose dans ton comportement, mais très rapidement, on glisse vers tu dois être différent.
Et au cours de l'année écoulée, vous avez pu, comme moi, observer des échanges qui avaient ça comme couleur, de dire tu dois interpréter tes textes différemment, tu dois les dire différemment. Alors, derrière le tu, bien souvent, il y a le vous. Hein, parce que pour pouvoir dire tu, on va restreindre, on va diminuer, on va faire des identités restreintes, petites, rabougries. Et je pourrais reprendre les exemples que le président a donnés là, et vous pensez tout de suite, quand on parle des identités petites, restreintes et rabougries, au texte d'Amin Malouf, hein, parce que ça nous renvoie à notre nous, à nous, si j'ose dire, qui devient aussi petit, restreint et rabougri. Alors si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que je pense que les rencontres Occident-Orient, c'est une occasion merveilleuse, et le président en a fait la démonstration, de nous aider à dire « je ». Parce que vous savez tous, en tout cas moi je le constate, j'ai de la peine à dire « je » parce qu'il est multiple ce jeu que je vais dire. Il y a plein de personnalités en moi qui se combattent même. Et si je voulais le réduire, ça serait impossible. Donc parler en jeu, c'est aussi faire appel à la culture. Pour parler en jeu, ça ne veut pas dire j'ignore tout ce que mes prédécesseurs, tous ceux qui ont réfléchi, créé dans la société où je suis ou dans d'autres sociétés ont à m'apporter, mais c'est à les incorporer. Donc le jeu, je pense que c'est une parole libérée. Ce n'est pas le jeu simplement de « je suis dans la tradition, je respecte ». Non, c'est le jeu qui affirme sa liberté. Et une nouvelle fois, je pense que c'est le rôle de la culture, parce que vous avez l'impression que je vous parle de toute autre chose, mais non, c'est le rôle de la culture de permettre à chacun d'entre nous de dire un jeu différent, tout en se référant à des éléments que nous partageons ensemble. Alors, j'aimerais vraiment remercier, féliciter les rencontres Orient-Occident, parce que c'est une goutte d'eau dans l'océan, je crois, et on a conscience, mais c'est une goutte d'eau nécessaire pour que ce dialogue soit un dialogue où chacun peut parler en jeu et n'assomme pas l'autre avec le « tu ». Quand je pensais à ces quelques mots, je suis tombé sur une revue publiée à Alger, que j'ai découvert au Salon du Livre, qui est malheureusement, on m'a dit, pas diffusée en Suisse, si bien que je me permets de lire le petit texte que j'ai trouvé dans cette revue qui s'appelle « L'esprit bavard, l'Algérie autrement dite, autrement vue ». C'est une interview d'une danseuse que certains d'entre vous ont peut-être vue au Théâtre de Vidi. Je n'ai pas eu cette chance, j'ai été la voir sur YouTube. Nassera Bellaza, qui est une danseuse algéro-française ou franco-algérienne, et qui, parlant de sa création, mais parlant bien au-delà de sa création, disait ceci. « Comment me relier à l'autre ? C'est la question qui a toujours été présente dans mon travail. Ça ne vient ni par le toucher, ni par le regard, mais en acceptant profondément sa propre solitude, ce qui crée paradoxalement une ouverture en nous à laquelle on ne peut pas accéder autrement et qui nous met en lien avec l'autre et avec le monde qui nous entoure. Voilà ce qui donne une définition de ce que veut dire être ensemble. On ne s'était pas contacté avec le président pour prendre ce mot ensemble, mais je trouve cette manière de dire être ensemble, c'est à partir d'un jeu qui s'assume totalement, puisque Nassera Bellaza nous dit que c'est dans la solitude qu'elle l'assume. Alors, merci à toutes celles et tous ceux qui font que ces rencontres aient lieu. Merci aux organisateurs, merci aux intervenants. Je suis impressionné par la qualité des intervenants d'année en année, ce qui montre bien que ce lieu est nécessaire, puisqu'il attire de telles compétences. Je vous souhaite de belles rencontres Orient-Occident. Merci Jacques. Tu as beaucoup parlé effectivement du jeu qui tue, mais je pense que le nous est effectivement la partie la plus essentielle, parce que sans le nous, sans toutes les énergies qui sont derrière, effectivement, jamais ces rencontres ne seraient ce qu'elles sont, sans le soutien du canton, sans la présence du Château Mercier, qui est, je pense, un des acteurs déterminants dans le fonctionnement et dans la réussite de cette manifestation, et sans le soutien du nous de la commune de Sierre. Je vais passer la parole au vice-président de la ville, Olivier Salamin. Bonsoir. Monsieur le chef du service de la culture, cher Jacques, cher René Pierranti,
Mesdames, Messieurs, chers invités, quel programme, riche de rendez-vous, de rencontres et d'intervenants prestigieux. J'ai entendu samedi matin qu'on ne rattrape jamais l'histoire, mais nous pouvons la construire ensemble. Je suis aussi dans le sujet, du coup. Je suis particulièrement heureux ce soir de partager avec vous l'ouverture officielle des rencontres Orient-Occident. J'ai dû, pour vous adresser les bons messages du conseil municipal de Sierre, faire l'impasse sur une réunion spéciale qui se déroule également à Sierre ce soir. Raison pour laquelle je dois excuser ici Pierre Berthaud, président de la ville, qui a la charge de cette autre réunion. Vous avez peut-être lu dans la presse que notre commune doit geler près de 40 hectares de territoire afin de répondre aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire, la LAT. Il ne s'agit pas de dézoner des terrains à bâtir en zone agricole, mais tout de même de bloquer, sur plusieurs années, le développement des constructions de sorte que ces dernières s'effectuent dorénavant dans une plus grande cohérence urbanistique. Ce soir, à la HESSO, ce sont en effet 300 propriétaires concernés qui entendront les explications et les choix de notre conseil. La notion de territorialité, il me semble, est une voisine proche de celle de propriété. On touche à la propriété et l'on touche aussi, sûrement, à l'identité. Je n'avais pas encore vu Le Chant du Bouquetin de Pierre Isaïduc, qui est un metteur en scène local méconnu loin à la ronde, que le sociologue Gabriel Binder m'en jouait un extrait choisi, celui où le personnage regarde le sol et ses limites. C'est à moi, puis ça, c'est à moi, si ça, c'est à moi, ça, c'est pas à toi. C'est à moi, c'est pas à toi, puis là, c'est à moi. Enfin, tout comme ça, un déroulement de dialogue qui marque cette propriété de territoire. Et Rachel Pralon, chef du service de la culture de Sierre, que je dois également excuser, m'a ajouté en aparté le « il est des nôtres », qui revient également très fréquemment dans cette pièce et dans ce passage en particulier. C'est sans doute un procédé très humain et sûrement bien pratique que de pouvoir s'identifier à une équipe de hockey, à un groupe, à une propriété, matérielle ou intellectuelle d'ailleurs, à une ville, à un territoire, que sais-je encore. En fin de semaine passée, Olivier Hugon a écrit, vous comprendrez pourquoi je dis aigri à la place d'écrit, a écrit une sorte d'opinion, un petit pamphlet, un trait d'esprit dans le Nouvelliste. Je ne vous invite pas spécialement à lire ce texte parce que je le trouve mal écrit et pas très drôle. Selon moi, vous avez beaucoup mieux à faire dans les rencontres Orient-Occident, cette semaine au Château Mercier. Je vous parle de ça parce que, malgré sa mauvaise tenue, ce texte m'a touché. Qu'il touche aux frontières territoriales et personnelles aussi sans doute. Le texte était intitulé « Sierre et Gomorrhe ». Pour tout vous dire, il flingue la ville de Sierre de façon très facile et provocatrice. C'est que je me suis attaché à cette ville, que je m'y identifie et que j'aimerais que les choses se passent bien pour elle. Sans doute que l'identification aide à grandir, à se former, comme le mot le dit bien, mais après, et c'est ici qu'Orient-Occident me semble viser juste, encore faut-il être capable de repérer les identifications et de s'en détacher. On peut faire la guerre pour une identification, ou alors saisir les enjeux qui ont rendu cette identification possible, nécessaire parfois, pour parvenir à une plus juste distance, à se différencier d'une supposition, d'un préjugé, d'une discrimination. J'ai respiré profondément, je n'ai pas écrit de tribune libre pour faire une réplique qui n'aurait d'ailleurs pas volé beaucoup plus haut. Il y a autour de nous, j'ai beaucoup aimé l'image de Plenel samedi dans ce débat d'ouverture, des chercheurs de refuge. Selon le fondateur de Mediapart, ils sont même notre épreuve morale pour un horizon commun, pour tenter de former une cordée solidaire. Il me semble que le lien aux notions de territorialité et de propriété est d'autant plus vrai quand il réfère au fait, cela nous a été également rappelé, qu'un des moteurs du fascisme vient de cette ambition à sortir une part de l'humanité de l'humanité. Chaque année, nous prenons un week-end prolongé pour faire une sortie du Conseil.
J'ai mis en parenthèse pour éviter toute polémique que les frais de cette sortie sont à notre charge et pas à celle du contribuable. Il y a 2 semaines, nous nous sommes donc rendus à Cracovie puis à Katowice. En chemin, nous avons choisi de visiter Auschwitz et Birkenau, 2 témoins d'une page de l'humanité d'une profonde noirceur. Le lieu m'a évoqué l'enchaînement qui va de l'identification au rejet de l'autre dans ce qu'il y a de plus atroce. Plenel dit encore que nous n'avons pas le droit d'être assignés à résidence, que nous avons le droit de ne pas être assignés à résidence. Ou, au travers de la citation de Frantz Fanon tirée de son livre « Peau noire, masque blanc », qu'il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Sortir de nos identifications n'est pas une tâche qui s'accomplit d'un claquement de doigts, c'est peut-être le travail de toute une vie. Il y a quelque chose à décoller, un envol à prendre. Alors comment faire ? Eh bien, nous sommes justement sur une piste prometteuse. Suivez les rencontres Orient-Occident et bon décollage. Merci Olivier pour ces propos et ce survol en rappelant effectivement les propos d'Edoui Plenel. En sachant l'autre assemblée à laquelle tu es échappé, je me dis que c'est certainement mieux ici, ce soir avec nous, non seulement pour cette raison-là, mais pour ce qui va suivre maintenant. En tout cas, un grand merci de ta présence et de ton soutien, et on excuse le président de la ville. Maintenant, on va essayer quelque chose qui a l'air de marcher. C'est magnifique. En tout cas, là, je dois dire un grand merci déjà à Marie-Laure Sturm, qui permet ce grand moment, cette rencontre absolument exceptionnelle avec une des grandes personnalités de notre temps, M. Edgar Morin. Je laisse la parole à Marie-Laure, parce que c'est à César qu'il faut rendre à César maintenant le plaisir d'ouvrir cette interview, cette rencontre, en espérant que tout fonctionne, mais je pense que ça devrait marcher. Marie-Laure ? Oui. Oui. Allez. On vous voit pas par contre. Et pas seulement votre tête. Parce que sinon, ça prend de la bande. Voilà. Edgar Morin, je vais être obligée d'aller devant pour m'adresser au public, mais je reviens à vous juste après. D'accord ? D'accord. D'accord. Bon, et puis... Par contre. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Edgar Morin n'est donc, hélas, pas parmi nous ce soir, ni même Denis Lafay, que j'ai la tâche de remplacer. Edgar Morin est donc retenu à Paris et n'est pas ici physiquement à Sierre, mais il est avec nous malgré tout, comme vous avez pu le voir, fidèle à son engagement de soutenir le programme des rencontres de cette année. Il sera donc en ligne dans quelques minutes pour nous parler en direct via Skype. Edgar Morin, faut-il le présenter ? Vous aurez relevé dans les nombreuses publications commémorant mai 68 qu'il y a 50 ans déjà, il avait apporté avec son œil de sociologue novateur des explications valables aujourd'hui encore sur ce qui s'est passé cette année-là à travers le monde entier. Une génération impatiente de faire craquer les carcans pour préparer une des mutations qui font avancer les civilisations. Et aujourd'hui encore, en ce printemps 2018, Edgar Morin est une des voix qui s'impose pour lancer un cri d'alarme. Il est temps de changer de civilisation. Comment répondre au drame des migrants dont René Pierre a si bien parlé, qui frappent à nos portes, chassés par les désordres du monde, la guerre, la misère. Comme nous l'a dit Edoui Plenel, vous l'avez relevé aussi il y a 2 jours, les migrants
nous donne rendez-vous avec notre humanité. Il n'y a aucune réponse simpliste, bien sûr, mais vous avez, cher Edgar Morin, je suis désolée de ne pas pouvoir vous parler directement, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Donc, vous avez, tout au long de votre carrière, réussi néanmoins à forger quelques clés pour nous guider vers cette civilisation nouvelle que vous nous exhortez à construire. Des clés que vous avez forgées dans le chaudron de multiples combats, à commencer par ceux de la guerre d'Espagne, de la France libre, de la guerre d'Algérie, contre tous les fascismes qui refont, hélas, surface aujourd'hui. Des combats dirigés contre différentes formes de barbarie, celles qui exterminent les corps comme celles qui écrasent les esprits, étouffant leur humanité. Vous dénoncez inlassablement ces causes et ces effets, mais vous proclamez aussi, en même temps, au sein même des périodes noires, des graines d'espoir surgissent. Apprendre à penser cela, voilà l'esprit de la complexité. Vous vous êtes surtout engagé à faire advenir et à implanter une civilisation nouvelle, remettant l'humain au centre de la politique et de l'économie, promouvant le bien-vivre au lieu du bien-être, régénérant les cités, ranimant les solidarités et les convivialités. Vous analysez notre mondialisation propulsée par les moteurs science, technique, économie, mais dépourvue de pilotes. Comment dépasser cette ère technologique à la dérive? Vous nous appelez à prendre conscience de nos interdépendances et que la volonté de domination et de puissance et du « moi d'abord » atteint ses limites et nous conduit à notre perte si nous n'opérons pas un profond retournement vers des solidarités nouvelles entre les humains, impliquant également une nouvelle relation ombilicale avec la nature et le cosmos. La nécessité de ce retournement est d'ailleurs proclamée par un nombre croissant de personnalités avant-gardistes venant d'Orient et d'Occident, telles de nombreux autres des rencontres 2018. Elias Sambar, Louis Plenel, Antoine Messara, que vous avez déjà entendu, Barbara Cassin, Patrick Chamoiseau, Mireille Delmas-Marty, Bertrand Badi, Jean-Baptiste de Foucault, Mahmoud Oud Mohamedou, Jean-François Bayard, Leili Anvar, Rudy Bauer, tous membres, d'une manière ou d'une autre, de votre famille d'esprit, Edgar Morin, dont vous êtes en quelque sorte un père. Vous tracez l'horizon et donnez les outils intellectuels permettant de cheminer pas à pas. Vous avez élaboré dans une œuvre magistrale la méthode, une pensée novatrice, produisant l'intelligence capable d'accoucher cette nouvelle civilisation. Intelligence, en deux mots. Au sens propre, ligere en latin signifie relier. Intelligence capable de comprendre, c'est-à-dire de prendre avec la complexité de la nature, de la société, de ses prochains et de soi-même. Complexité signifiant non pas compliqué, mais tisser ensemble. Une intelligence qui peut donc se partager et s'enseigner. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres à ce propos, dont un rapport rédigé pour l'UNESCO, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Une éducation à diffuser partout où cela est possible. Sera-ce possible en Valais? Un canton bilingue? Mais là, vous n'avez pas besoin de baisser la tête. Un canton bilingue en plein développement qui pourrait forger, en partenariat avec des instituts économiques romans, le fer de lance d'une éducation novatrice, conjuguant enseignement technologique et humaniste. Pas au sens des humanités anciennes uniquement, mais des humanités à forger pour le futur. Tel est notre espoir et la raison pour laquelle nous tenions tant à pouvoir vous écouter ce soir, Edgar Morin. Merci donc du fond du cœur pour votre temps et votre présence, même à distance. Merci surtout pour votre appel à un humanisme régénéré, seul véritable antidote à la tentation barbare.
Nos oreilles sont donc toutes à votre ouïe ou à votre écoute. Marie-Laure, excusez-moi, votre caméra n'est pas activée. Est-ce que ce serait possible de le faire? Votre caméra n'est pas activée. On se voit nous-mêmes, en fait. C'est bon. Ah, voilà, parfait. Très bien. Écoutez, vous m'avez posé quelques questions par écrit, mais je vais d'abord commencer à y répondre. Vous m'avez des questions sur les frontières qui empêchent, disons, l'accueil de ces peuples réfugiés. Alors, je pense que le grand problème, ce sont nos frontières mentales, les frontières qui sont dans notre tête. Et ces frontières, elles sont aggravées par deux causes. La première, ce qu'on peut appeler l'ethnocentrisme, c'est-à-dire on ne considère comme dignes de pleine humanité que les gens qui sont de votre tribu, de votre ethnie, de votre nation, de votre religion. Cette vision, qui donne un privilège particulier et qui dévalue l'autre, est une chose de mentalité qui malheureusement empêche la compréhension du problème des réfugiés. La deuxième, ce sont quand même l'accumulation d'angoisses qui viennent de notre époque où on a perdu toute croyance dans une loi automatique du progrès, c'est-à-dire où on a perdu la confiance en un avenir assuré. L'avenir non seulement est incertain, l'avenir est angoissant. Et le présent est devenu lui-même angoissant avec les attentats, avec les crises multiples, avec le déchaînement des fanatismes, avec tout l'ensemble des problèmes planétaires. Et alors, ces angoisses, d'ailleurs, on l'a déjà vu quand il y a eu la grande crise économique des années 29-30, ces angoisses ont conduit à des formes nationalistes, agressives, comme l'hystérisme. Et ces angoisses, elles-mêmes aujourd'hui, conduisent beaucoup de fermetures que nous voyons dans les pays d'Europe. On voit que l'Europe, au lieu d'être ouverte et accueillante, non seulement elle est fermée, mais chacune de ces parcelles se ferme. La Hongrie se ferme, la Pologne se ferme, la France se ferme, tout ça se ferme. Donc, si vous voulez, dans une situation terrible, je pense que l'antidote, mais qui est très difficile, qui nécessite une réforme de l'éducation, serait qu'on enseigne la compréhension d'autrui dès les petites classes, systématiquement. Et comprendre autrui, ça veut dire que autrui, l'étranger, le différent, il est semblable à soi par son humanité profonde. Il a les mêmes problèmes, les mêmes amours, les mêmes capacités de sentiments que vous. Et en même temps, il est différent par ses croyances, par son caractère, par sa culture, etc. C'est-à-dire savoir que l'autre est comme soi, et sentir cette identité humaine, et en même temps respecter sa différence. Ça, c'est une conquête que nous n'avons pas encore faite. Ceci pour le premier point de votre questionnaire. Ensuite, poser une question sur la spéculation, sur la règle de l'argent. Bien entendu, il y a des choses que l'on connaît, qu'on pourrait appliquer sur la spéculation, qui ne le sont pas faites. Par exemple, une taxe sur les spéculations boursières, par exemple, une lutte systématique contre les paradis fiscaux. Et les États ne sont pas prêts à ça, et même on voit des processus contraires. Mais je vais aller un peu plus profond dans ce problème. Quel est le problème? Le problème, nous sommes arrivés à une époque où, du moins, dans nos pays occidentaux, il y a une hégémonie extraordinaire
de la puissance de l'argent. Cette puissance de l'argent colonise les ministères, colonise la politique, etc. Écoutez, encore récemment, on a vu qu'en France, notre Assemblée nationale a rejeté un projet qui était un projet de lutte contre la malbouffe, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse supprimer les publicités sur des produits nocifs, presque pour nos enfants ou nos adolescents. Eh bien, on a trouvé une majorité qui a rejeté ce projet. Autrement dit, nous avons une puissance énorme. Or, on ne peut pas faire de révolution. On ne peut même pas régler ça par des impôts parce que cet argent va aller dans d'autres pays. Donc, ce que l'on peut faire, c'est une politique systématique, continue, de faire régresser l'hégémonie, la toute puissance de cet argent. Je vais prendre un exemple particulier. Je prends par exemple une chose importante qui est l'agriculture. Ça signifie aussi notre nourriture. Et vous savez qu'en tout cas, dans beaucoup de pays, dont la France, c'est le règne de l'agriculture industrialisée et de l'élevage industrialisé, dont les effets sont tout à fait nocifs sur les terres qui sont devenues des terres mortes. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de coquelicots. Mais c'est sûr, les pesticides, les produits nocifs, la standardisation, une nourriture insipide et parfois nocive, et qui est distribuée comme si c'était des produits. D'ailleurs, même les poissons d'élevage ont tous la même taille, le même gabarit, comme si c'était des produits industriels. Et ne parlons pas de l'élevage industriel. Donc, nous voyons les débuts d'une agriculture agroécologique. Nous voyons le retour d'une agriculture fermière. Nous voyons le retour d'un élevage fermier. Tout ça, parfois, très mal aidé par les États qui préfèrent aider les grosses firmes industrielles. Mais c'est le progrès de ces entreprises, de cette régénération de l'agriculture qui produira un retour à la qualité des produits qui eux-mêmes conduiront à une amélioration de la santé publique, qui eux-mêmes conduiront au progrès de toutes les petites et moyennes entreprises et qui feront régresser ce pouvoir de l'argent. De même, si les consommateurs prenaient conscience collective de refuser les produits à obsolescence programmée, c'est-à-dire qui sont programmés pour s'user au bout de 6 ou 8 ans, si eux-mêmes ne prenaient pas tous ces produits purement superficiels dont on vend des qualités pour la beauté, pour le standing, pour la séduction, etc. Je crois que aujourd'hui, nous, citoyens consommateurs, nous pourrions jouer un rôle important pour faire régresser cette toute-puissance de l'argent. Maintenant, il y a une question aussi que vous avez posée et qui me fait répondre par la nécessité de prendre une double conscience, la conscience de l'interdépendance maintenant entre tous et tous. Je fais partie d'un collégium qui, à l'époque, avec Stéphane Hessel et Michel Rocard, ont fait élaborer une déclaration d'interdépendance que nous avons proposée à l'ONU et que l'ONU, évidemment, n'a jamais acceptée. Mais cette interdépendance signifie quelque chose de très profond. Ça signifie la communauté de destin du genre humain. Ce destin commun a été acquis par la mondialisation qui nous a rendus tous liés inséparablement, mais elle a créé un destin de danger commun. Nous sommes menacés par la dégradation de la biosphère, nous sommes menacés par la prolifération des armes nucléaires, nous sommes menacés par la prolifération de toutes les armes, y compris la nouvelle arme informatique qui peut démolir une société pirate sur l'informatique. Nous avons des menaces, c'est-à-dire que le processus qui produit la mondialisation, sciences, techniques, économie, ce sont les trois moteurs incontrôlés et qui produisent aussi bien le meilleur que le pire, mais rien n'est contrôlé, on est dans une machine folle. Or, la prise de conscience de la communauté de destin est un préliminaire pour pouvoir changer
le cours des choses. Et alors là, je ne veux pas être trop long, mais je veux terminer sur une idée clé qui est, à mon avis, l'humanisme régénéré. Pourquoi régénéré? Parce que l'humanisme, tel qu'on l'entend, et c'est très justement le fait que tout être humain, quelle que soit son origine, son sexe, son âge, sa couleur de peau, tous méritent d'être reconnus dans leur pleine identité humaine. Et c'est une chose fondamentale que malheureusement se trouve très peu. Mais l'humanisme, c'est pas seulement ça. C'est aussi cette conscience de la communauté de destin dont je viens de parler, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui pensé que, englobant nos patries diverses, la Terre, pas seulement notre matrice, c'est-à-dire c'est elle, notre mère qui nous a enfantés, puisque nous sommes les produits d'une évolution biologique de la vie elle-même née sur Terre, mais la Terre devient une patrie qui englobe nos patries sans les détruire. Et ça, c'est une chose extraordinaire, parce que dans le mot patrie, il y a une substance maternelle, on dit la mère patrie, et une substance paternelle, c'est-à-dire de juste autorité, disons paternelle. Et donc, des deux côtés. Nous sommes loin, mais. Et enfin, je dirais que la chose aussi non moins importante de l'humanisme régénéré, c'est de penser que chacun d'entre nous est un moment, est une parcelle d'une aventure prodigieuse, incroyable, qui est l'aventure de l'humanité. Il faut penser que cette aventure qui a commencé il y a des millions d'années dans les forêts du Tchad, dans les forêts tropicales du Tchad, c'est-à-dire où vraiment il y a eu ce processus du redressement de la colonne vertébrale et que sont devenus debout nos ancêtres hominiens et que cette aventure s'est continuée avec Homo sapiens et Néandertal, l'invention du langage, de la culture, de l'apprentissage, et qu'on est passé de petites sociétés de chasseurs-ramasseurs à des sociétés agricoles, à des empires, à des cités qui se sont construits, qui ont construit des merveilles, et en même temps des barbaries, l'esclavage, évidemment. Et dans cette aventure, nous la continuons. Mais il faut penser que dans cette aventure, il y a toujours la lutte inextricable entre deux forces contraires et inséparables. Et ça s'est produit depuis les débuts de l'univers. Dès le début de l'univers, après ce que nous disent les astrophysiciens, vous avez des forces d'union qui ont pu créer à partir des particules des atomes, qui ont pu associer des atomes aux molécules, qui ont pu associer des milliards de particules en astres qui sont organisées en galaxies. Et en même temps, vous avez les forces de collusion où la matière a détruit l'antimatière, où le deuxième principe de thermodynamique produit la dégradation et la mort de toute chose. Vous avez cette lutte entre, disons, Eros et Anteros, les forces d'amour, d'union, et les forces de désunion et de destruction. Et ce double jeu, vous le reconnaissez, vous le trouvez dans la vie, c'est la même chose. On trouve la solidarité dans les écosystèmes, vous trouvez la solidarité entre les champignons et les arbres, vous trouvez des phénomènes de solidarité, et vous trouvez aussi des phénomènes d'agression, de prédation, de meurtre, de mort. Comme disait Héraclite, concorde et discorde sont les pères et les mères de toutes choses. Eh bien, ces deux forces se trouvent aujourd'hui en conflit fondamental dans le moment unique de l'aventure humaine que nous vivons, parce que nous sommes conscients qu'une énorme mutation se prépare. Nous ne savons pas si cette mutation va, dans le chaos, provoquer des désastres, c'est au contraire provoquer le germe, l'essence, le début d'une ère nouvelle, d'une ère meilleure, non pas d'un paradigme, mais d'une ère meilleure. Nous sommes dans cette époque critique et nous savons, au moins dans cette époque, nous devons conjuguer deux choses, une volonté de lucidité
que nous sommes la connaissance risque souvent l'erreur. Et beaucoup de gens croient œuvrer pour le bonheur des autres qui travaillent pour leur malheur. C'est ce que j'ai connu, moi, quand j'étais à l'époque du communisme stalinien. Donc, si vous voulez, il faut être lucide, essayer d'être, mais surtout, il faut prendre le parti d'Eros contre Tartatos. Le gros problème, on ne sait pas ce que c'est l'avenir, on ne sait pas ce qui se passera, on ne sait pas ce qui arrivera. Mais une chose est sûre, prenons le parti d'Eros contre Thanatos. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je veux bien, ouais. On entend mal. Ouais. Je profite alors de ce petit internet pour remercier infiniment Damien Soldadier, votre assistant, qui a été absolument merveilleux et grâce à qui cet entretien peut avoir lieu. Oui, bravo. Parce que Edgar Morin est encore habité par une énergie extraordinaire. Il vient de déménager à Montpellier et n'a plus de résidence à Paris. Donc, mais néanmoins, il est encore là et il est encore présent. Donc, merci vraiment infiniment à lui. Et peut-être que, Damien, vous pourrez traduire les questions si jamais Edgar ne les comprend pas très bien. Je pense qu'elles vont s'afficher, mais oui. D'accord. Voilà. Alors, je vais les écrire. Laisse écrire, ouais. Ah, ok. Moi, j'ai une question peut-être, si j'ose. Bonsoir, Edgar Morin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez parlé d'humanisme régénéré. J'aimerais vous demander, à part vous, qui incarne à vos yeux aujourd'hui cet humanisme régénéré ou cet espoir d'humanisme régénéré? Merci. Alors, je vais parler d'humanisme régénéré. Et selon vous, qui aujourd'hui incarne cet humanisme qui incarne cet espoir Oui, mais j'aurais entendu en fait. Donc Voilà. je pense que ça va aller. Et vous savez, on est très nombreux et très dispersés. Nous sommes, malheureusement, si vous voulez, il n'existe encore aucune convergence, soit au niveau national, soit au niveau européen, et encore moins au niveau planétaire, pour que tous ceux qui ressentent en eux ce sentiment de communauté de destin et de participation à la destinée humaine se retrouvent liés les uns aux autres. Nous sommes, c'est un peu comme nous voyons dans le monde entier des initiatives créatrices contre la pollution, pour la solidarité, pour l'agroécologie, pour le commerce équitable, pour l'économie sociale et solidaire, pour toutes ces choses qui donc font partie, disons, d'un mouvement qui va régénérer l'humanité et qui porte en lui cet esprit d'humanisme régénéré. Mais je le rappelle, il faut passer du stade de la dispersion d'aujourd'hui au stade de la convergence et de la conviction. Nous sommes qu'à la préhistoire et ayons le courage. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Voilà,
entendu, j'ai lu. Répondre. Oui, vous pouvez. Non mais. Edgar. Oui, vous pouvez répondre. Maintenant, Oui, maintenant. Ouais. alors, je peux répondre. Bon. Alors, il existe dans différents pays des enseignants qui enseignent quelques-uns des 7 savoirs, ou parfois entiers, au Brésil, au Pérou. Il y a un ou deux lycées en France qui appliquent. Parce que la difficulté pour une école publique, c'est qu'elle doit se plier au programme et que les programmes sont contraignants. Il faudrait une réforme fondamentale des programmes au niveau public. Mais pourtant, non, ce qui existe, c'est dans les universités de différents pays, au Mexique, au Pérou, en Argentine, au Chili, en Espagne, en Italie, il existe des instituts qui enseignent un peu les principes de la connaissance complexe et qui même enseignent les 7 savoirs. Parce que les 7 savoirs, ce sont des thèmes très concrets, mais des thèmes concrets qui ne sont pas d'enseignement, parce que pour les comprendre, il faut réunir des données qui viennent de disciplines séparées et que malheureusement, on tranche les choses en empêchant de communiquer. Alors, par exemple, un des 7 savoirs, c'est qu'est-ce que c'est qu'être humain? Ça, ne le trouvez nulle part, parce qu'il faut relier pas seulement ce qu'on appelle les sciences humaines, qui sont séparées, la biologie, puisqu'on est des êtres biologiques, et même la physique, on est des êtres physiques. Donc, si vous voulez, c'est parfois des instituts d'université qui font ça, des gens courageux qui font ça, et il n'y a pas encore d'enseignement systématique. Heureusement, si vous voulez, ce livre se propage et certains enseignants l'incorporent dans leur esprit et en donnent des idées principales dans leur enseignement. Question, je me tourne de l'autre côté. Oui. Pardon, je vais passer. Bonsoir, Monsieur Morin. Je vais d'abord évoquer un souvenir. Il devait y avoir, on devait être à une assemblée générale du Front universitaire antifasciste au moment de la guerre d'Algérie et de l'OAS. Donc je vous salue et je suis heureux de vous revoir. Mais ma question, c'est votre conclusion qui m'interpelle, comme on dit maintenant. Concorde et discorde, comme disait Héraclite, effectivement, mais est-ce qu'on peut choisir seulement Eros? Est-ce que l'humanité de l'homme, c'est pas justement toujours concorde et discorde? Vous savez, quand on choisit la concorde, on est nécessairement en discorde avec la discorde. Donc, de toute façon, je veux dire que les conflits sont des choses inévitables. Le problème, c'est d'être animé par la volonté de l'union, de la concorde, de l'amitié, de la fraternité. C'est ça qui donne l'animé. Mais de ne pas verser dans ce que la discorde, un d'inhumain, de cruel,
de violent, de haineux, ne jamais céder à la haine et au mépris. C'est ça quand même une chose importante. Voilà. Et Bien entendu. Vous savez, oh, mais c'est un peu, ce ne sont pas, c'est la façon de les dire, c'est la façon de la conviction et c'est l'intensité avec laquelle on les dit qui peuvent convaincre. Vous savez, il y a souvent un fond d'humanité endormi. Il faut trouver une route chez des gens, il faut réveiller cette fond d'humanité. Et là, ça passe en disant, en employant des mots, c'est quoi? C'est en ayant la force de conviction et l'exemplarité pour le faire. Malheureusement, s'il suffisait d'avoir un vocabulaire de mots simple, non, c'est une chose qui est très, 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 très lourde et très difficile. Il faut ouvrir les esprits qui sont à superber. C'est un travail très lent, très difficile, surtout à l'époque de crise. Il faut se rendre compte que nous sommes dans une époque de régression généralisée. Nous sommes dans une époque où nous devons non pas avancer, mais ne pas trop reculer. Nous voyons partout arriver des régimes qui sont des régimes néo-autoritaires. Ça a commencé, on a vu tout ça. Voilà, il y a la Russie, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Italie? Et puis, donc, si vous voulez, on voit brusquement que nous sommes pris dans une phase régressive dans laquelle il faut, pied à pied, sauvegarder ce qui peut être sauvegardé en attendant de trouver une conjoncture meilleure. Par exemple, il est certain qu'à l'époque de l'occupation nazie en France, on résistait avec l'espoir d'une société qui retrouverait la liberté. Mais il a fallu beaucoup de conditions et d'interventions militaires pour arriver à ça. Donc actuellement, je pense que l'important, c'est la résistance contre toutes ces négatives. Et c'est dans cette résistance, c'est de la résistance d'Eros contre Thanatos. Sur quel levier psychologique appuyer pour passer de la logique de la puissance à une logique de coopération? Alors, je peux y aller. Bon. Alors, je dirais que en tout être humain, il y a comme, disons, un double logiciel. Il y a un logiciel égocentrique qui est le logiciel du moi-je et qui est vital parce qu'on a besoin de se nourrir, de se défendre, de vivre. Mais d'autres logiciels, c'est le nous, c'est l'autre. Et ce logiciel, dès la naissance, il apparaît chez le bébé qui a envie d'être caressé, cajolé, embrassé, bercé. Parce que s'il n'a pas tout ça, il meurt. Nous avons besoin aussi bien de nous affirmer, mais de nous affirmer dans le cadre d'une communauté et d'une fraternité. Et malheureusement, dans notre civilisation, le logiciel du nous, de la solidarité, est un logiciel affaibli par le logiciel égoïste et égocentrique du moi-je. Et le problème pour nous est de ramener, de faire comprendre aux gens, de réveiller ce logiciel de la solidarité et de la communauté. C'est ça qui est important. Et là aussi, c'est une tâche éducative capitale que malheureusement nos systèmes d'enseignement ne font pas. Oui, 5 minutes. Okay.
Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que c'est un privilège de pouvoir avoir un tel interlocuteur. Donc, n'hésitez pas, allez-y, quelle que soit la question qui vous pèse sur le cœur. Merci. Monsieur Morin, vous êtes une personne que toutes les générations écoutent. Aujourd'hui, si vous deviez lancer un message au président de la République en France pour essayer de rapprocher finalement les générations, qu'est-ce que vous lui demanderiez en priorité au président de la République? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour faire en sorte que ces générations, et notamment de parler aux plus jeunes, qui ne s'intéressent plus à la politique, qui ne s'intéressent presque plus à rien, qu'est-ce que vous lui demanderiez comme priorité? La seule chose que je peux demander, d'ailleurs c'est ce que je fais avec quelques amis, on demande qu'il établisse un service civique universel de la solidarité. Nous demandons ça. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un service militaire de la jeunesse, il y ait un service de la solidarité voué non seulement à toutes les détresses, à toutes les malheurs qui sont de plus en plus nombreux, des vieux abandonnés, des femmes abandonnées, des jeunes solitaires, des malheureux, des souffrances de toutes sortes. Ce service permettra justement à des jeunes de pouvoir communiquer avec des gens d'autres générations, d'autres catégories sociales, et que ce service de la solidarité soit non seulement réservé aux Français, mais puisse être au service de catastrophes ou de problèmes qui ont lieu dans d'autres pays, comme un tremblement de terre ou des incendies, etc. Donc, à mon avis, c'est en redonnant le souffle de la solidarité aux jeunes qui ont beaucoup plus d'aspiration humanitaire que les vieux qui sont domestiqués, c'est en redonnant ce souffle, en leur permettant d'être solidaires complètement, qu'on pourra faire quelque chose pour toutes les générations. C'est peut-être terminé. D'ailleurs, on peut parler de l'article. Mais alors, nous ne voulons pas forcément abuser de votre temps davantage. On vous remercie infiniment et surtout, on s'engage à être à la hauteur de tout ce que vous nous avez dit et à tâcher de bien cultiver les graines que vous avez semées. Merci beaucoup. Merci. Ah. Oui, attendez. On ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez répéter? Parce qu'on ne vous a pas entendu. Ah, je voulais vous demander de m'envoyer une bouteille de Vendan. Ah. Non seulement une bouteille, mais un carton, c'est promis.